En l'an 2000, des merveilles technologiques feront vivre aux familles une vie de rêve et de luxe. Monsieur pourra calmement lire les pages de son journal en allant travailler tous les matins, pendant que son automobile volante à puissance atomique l'amènera en mode sans pilote au bureau. Tandis que madame pourra passer la journée en confort à superviser les robots qui gardent la maison propre et préparent les repas. Et les enfants, eux? Eh bien, l'école sera connectée en tout temps aux meilleurs professeurs du monde par téléradio, permettant au petit Julien de poser sa question directement au professeur, qu'il soit au Canada, en France ou qui sait, sur la Lune. L'appareil sur lequel vous m'écoutez est peut-être un ordinateur portable ou, plus probablement, un téléphone dit intelligent. Et oui, ce que je vous dis présentement, l'enregistrement que vous êtes en train d'écouter est protégé par la loi sur le droit d'auteur. Comment est-ce qu'une loi écrite, quand les avions étaient encore des assemblages de contreplaqués et le médecin du village était souvent le seul à avoir un téléphone à la maison, s'applique encore à l'ère où la collection complète des archives nationales pourrait être transmise en quelques secondes d'un océan à l'autre? Bonjour, je m'appelle Fernand Morisset. La loi sur le droit d'auteur du Canada fête ses 100 ans en 2024. Et dans cet épisode, à l'initiative de Copybec, ce qui nous intéresse, c'est la technologie, son impact et comment la loi sur le droit d'auteur a toujours été et sera toujours appelée à s'adapter en conséquence. Évidemment, on ne vit pas dans le même monde qu'en 1924. La technologie a profondément changé la nature de nos interactions sociales et culturelles d'une façon qui aurait été complètement impensable dans les quelques années suivant la Première Guerre mondiale. C'est à l'aube de la radio commerciale, par exemple, en 1929, que le CN, alors une compagnie ferroviaire publique, met sur pied la première chaîne de stations de radio interrégionales, surtout pour divertir les passagers de ces wagons interurbains. 3 ans plus tard, entre autres pour combattre l'influence des ondes des États-Unis venant du Sud, le gouvernement fédéral ordonne la séparation de ce réseau de stations pour former la Commission canadienne de radiodiffusion, qui serait en même temps chargée de la réglementation des ondes radio et de la diffusion de contenu sur ces ondes. 4 ans après, la commission serait renommée à son nom actuel, la Société Radio-Canada. En 10 ans, la radio passe d'une pratique spécialisée à une industrie culturelle majeure. Je vous parle de la vieille cité de Québec, à quelques pas du siège électoral que je représente depuis 18 ans, et les merveilles de la science moderne font que ma voix, transportée sur les lignes téléphoniques jusqu'à Verchères, se fait entendre de là dans vos foyers lointains. Les progrès de la radio sont tels qu'ils ne peuvent que provoquer l'admiration de tous ceux qui s'arrêtent à y penser. Bien que de date récente, cette découverte gigantesque a bouleversé le monde. C'était la voix d'Ernest Lapointe, député fédéral de Québec-Est et alors ministre de la Justice, pour l'inauguration d'une des toutes premières stations affiliées à Radio-Canada. Ça ne sera pas la fin des innovations. Avec l'invention de la télévision et le développement de la diffusion télévisuelle quelques années et une deuxième guerre mondiale plus tard, le gouvernement fédéral répète sensiblement la même approche. Et les caméramans, par toutes les saisons, exposés au froid, au vent, à la pluie ou au soleil, captent les images de l'émission en cours. Tout ce travail, toutes ces démarches, toute cette coordination d'éléments physiques et électroniques pour aboutir à une émission où l'unité et la continuité sont loin de nous laisser prévoir tant de préparatifs. C'est en 1952 que Radio-Canada ouvre ses 2 premières stations de télévision, à Montréal et Toronto. Radio-Canada exigera jusqu'en 1960 que toutes les stations de télévision qui diffusent au public soient affiliées à Radio-Canada. Pourtant, on note presque aucune modification à la loi sur le droit d'auteur de la part du législateur. Du point de vue de la protection des œuvres devant ces changements profonds dans les technologies qui nous permettent de les consommer, c'est à toute fin pratique la même loi de 1924 qui s'applique. Sans guide du législateur, c'est vers les tribunaux que les gens se tournent pour encadrer leurs droits. Les juges font bien ce qu'ils peuvent, mais le texte de la loi les mène à des décisions des fois étranges. En 1952, par exemple,
Un juge conclut qu'une entreprise commerciale qui piratait les matchs des Alouettes pour les rediffuser aux abonnés à son service ne violait pas le droit d'auteur des Alouettes quand les matchs étaient diffusés en direct, mais qui les violait lors des reprises. Parce que contrairement aux diffusions en direct, les diffusions en reprise étaient enregistrées dans une forme tangible. Face à une loi désuète qui peine à trouver une cohérence dans une panoplie de décisions des tribunaux, de 1987 à 2012, les gouvernements canadiens entament une série de consultations et de réformes successives de la loi sur le droit d'auteur. On a parlé des résultats de la dernière phase de modernisation de 2012 dans l'épisode précédent. Mais prenons un moment pour parler des additions à la loi. Ces changements proposent un tout nouveau modèle pour le droit d'auteur, en lien avec l'explosion d'une toute nouvelle technologie qui présente le plus grand défi au droit d'auteur jusqu'à présent, l'Internet. Si, comme moi, vous êtes assez vieux, aïe aïe, pour vous souvenir d'un temps avant l'Internet, vous vous rappelez peut-être d'avoir attendu à côté d'un stéréo que votre station radio de musique préférée commence à jouer la chanson que vous aimez, pour rapidement peser sur le piton, enregistrer et copier la chanson sur une cassette vierge. Avant l'Internet, c'était comme ça qu'on faisait nos propres playlists. Et les stations de radio le savaient. Les animateurs annonçaient les chansons à venir longtemps d'avance et mettaient l'image sonore de leur station dans les premières secondes des chansons populaires. C'était normal d'aller à un party et que la musique qui jouait commençait toujours avec une petite pub pour le FM quelque chose, que le FM quelque chose avait collé au début de la chanson, sachant qu'elle allait être enregistrée. La pratique était techniquement contraire à la loi sur le droit d'auteur, mais tellement répandue qu'elle était aussi impossible à arrêter. Mais heureusement, un développement qui venait des lois allemandes dans les années 1960 s'était enfin intégré dans la loi sur le droit d'auteur du Canada en 1997 et mitigeait beaucoup des dommages de la pratique, au point de la rendre tolérable, le régime des redevances sur les copies privées. Je suis allé à la rencontre de Claude Brunet, avocat à la retraite en droit d'auteur, qui a été impliqué avec la Société canadienne de perception de la copie privée pendant sa carrière, pour lui demander c'est quoi exactement le système de redevance sur les copies privées. C'est un contrat social par lequel les auteurs sont rémunérés pour des reproductions qu'ils devraient normalement avoir le droit d'autoriser ou d'interdire. Comme la copie privée de musique se fait dans des endroits où les auteurs n'ont pas accès, les titulaires de droits d'auteur n'ont pas accès, alors le régime de copie privée, là où il existe, remplace leur autorisation par une rémunération qui est perçue sur les supports qui servent à la copie. Dans le cas de la musique, fin des années 50, début des années 60, on s'est rendu compte que il y avait tout à coup des moyens technologiques de faire des copies que les ayants droit ne pouvaient pas contrôler. Et on a donc créé ce genre de contrat social par lequel, puisque vous ne pouvez pas le permettre ou l'interdire, vous serez au moins rémunéré pour les copies qui seront faites. Et on a conçu ces systèmes, ça a commencé en Allemagne, je crois, on a conçu ces systèmes par lesquels une redevance est perçue sur ce qui sert à copier, le support qui permet la copie. En d'autres mots, depuis 1997, pour chaque cassette audio, chaque CD et même chaque vinyle vierge vendu, un certain montant est prélevé par le gouvernement et confié à la Société canadienne de perception de la copie privée. En échange, les Canadiens peuvent librement faire des copies privées additionnelles de leur musique, toujours pour usage privé. L'argent est ensuite redistribué à ceux qui en ont le droit d'auteur. Dans la théorie classique du droit d'auteur, c'est un changement radical. Hi. Hello. All right. Come on in. Thank you. I'm Farnell. Sorry, nice Hi, to meet you. Farnell. I'm Lisa. Nice to meet you. Pour m'aider à comprendre le paradigme, je suis aussi allé à Toronto parler à Lisa Freeman, directrice générale de la Société canadienne de perception de la copie privée. Welcome to Resound's offices. Les gens font les copies. Et si les copies n'avaient pas de valeur, ils ne le feront pas.
Alors, il faut que les détenteurs de droits soient, ou les détenteurs de la propriété, il faut qu'on ait payé pour l'utilisation de quelque chose qui appartient à nous. Alors, c'est la même chose avec la propriété intellectuelle qu'avec n'importe quelle autre sorte de propriété. Il y a bien sûr des limites à l'approche. D'abord, c'est juste pour la musique. Le système offre aucune protection ni compensation pour les copies privées d'autres types d'œuvres, comme les films enregistrés de la télé, par exemple, ou une page photocopiée d'un livre de poésie. Et les copies tirées de la radio restent, en théorie, illégales. Mais aussi, la distribution des redevances se fait selon un calcul basé sur la musique jouée à la radio. C'est peut-être pour compenser l'enjeu, mais ça représente un désavantage important pour les musiciens indépendants et les styles de musique alternatifs qui se font tout autant copier en privé sans avoir droit à une part équivalente des redevances. Mais surtout, l'approche a eu une vie utile d'assez courte durée devant les progrès technologiques que la loi sur le droit d'auteur n'avait pas vu venir. Dès le début des années 2000, les appareils numériques font leur apparition au Canada avec des disques durs intégrés. En 2004, juste 7 ans après la création du régime de copie privée, la Cour fédérale adopte une interprétation de la loi sur le droit d'auteur qui n'est pas favorable à la nouvelle approche. Après une décision de la Commission du droit d'auteur, la Commission a rendu une décision ajoutant une nouvelle redevance, un nouveau levier sur des iPods. La Cour fédérale a dit que même si c'est une bonne idée d'avoir une redevance sur les iPods pour toutes les copies privées stockées là-bas, ce n'est pas possible parce que le mot-clé dans l'acte, dans la loi du droit d'auteur, ne permet pas d'inclure des redevances sur des appareils, seulement sur les médias. En français, c'est pas média, c'est support. Ce sont des supports vierges. Le mot support peut inclure les appareils. En anglais, le mot medium ou media, la Cour a décidé que ce n'est pas possible. S'appuyant sur une analyse très technique des termes exacts de la loi sur le droit d'auteur pour déclarer que les lecteurs MP3 et la mémoire digitale qui s'y trouvent ne sont pas des supports audio au sens de la loi, les appareils numériques à mémoire intégrée sont exclus du régime. La décision va inévitablement limiter le développement du régime à mesure que les technologies numériques avancent et les copies sur cassette et CD deviennent de plus en plus rares. Une demande est déposée au gouvernement de réviser la loi pour inverser la décision du tribunal en 2007. J'ai demandé à Claude Brunet de m'en parler. Maintenant que je suis à la retraite, je vais me permettre d'être brutal. Je crois que la plus grande limitation, c'est l'inaction des gouvernements. Le contrat social a été établi au Canada en 1998 sous une administration libérale. Et pourtant, quand les nouvelles techniques de copie se manifestent, les gouvernements, tant libéraux que conservateurs au Canada, refusent de faire en sorte que la loi suive ce qu'était le contrat social d'origine. Aujourd'hui, on est aux prises avec une décision très malheureuse et d'ailleurs très discutable de la Cour d'appel fédérale qui a dit que la mémoire dans un iPod qui ne sert qu'à une seule chose, qui est de copier de la musique, la Cour fédérale d'appel a dit « ce n'est pas un support audio au sens du régime de la copie privée ». Elle s'est prononcée sur la version anglaise de la loi, qui utilise l'expression « audio recording medium », alors que la version française dit « support audio ». Et la Cour fédérale a dit « medium is not a device ». Et là, vous êtes en présence d'appareils qui ne sont pas des médias. Mais en français, un support audio, ça peut être à la fois la machine qui a une mémoire intégrée que le ruban magnétique. On pourrait bien se demander comment est-ce que la loi sur le droit d'auteur aurait pu évoluer si la décision du tribunal avait tombé de l'autre bord. Elle aurait bien pu.
Plusieurs pays européens sont allés dans l'autre sens et récoltent encore aujourd'hui des redevances sur les lecteurs MP3 et même les téléphones intelligents. On pourrait aussi penser que la direction du Canada a changé en fonction de l'interprétation par un juge d'un mot dans une loi qui n'avait pas anticipé les développements technologiques. Mais, selon Bill Skolnick, c'est pas aussi simple que ça. M. Skolnick est bien placé pour le savoir. Il a eu une longue carrière en musique, puis ensuite avec les syndicats de radio et de musiciens. Mr. Skolnick. Je suis allé le voir chez lui, en banlieue de Toronto, pour savoir si c'est la technologie ou la politique qui a fait changer le cap. Nice to meet you. Parnell, nice to meet you. Political. C'était politique, 100%. à 100%. J'étais là. I was one of the J'étais une des people personnes qui a rencontré le gouvernement à l'époque. Ils voyaient ça comme une affaire de consommateurs. decided to look at it as a so-called consumer issue. C'était un slogan du gouvernement Harper à l'époque, la taxe iPod. Mais c'était pas une taxe, c'était une redevance. En d'autres mots, si vous n'achetez pas le produit, vous ne payez pas la redevance. Vous achetez le produit, vous payez la redevance. Et c'était, ou ils disaient que c'était, j'imagine, une question de droit des consommateurs et qu'ils agissaient pour le bien des consommateurs. Mais c'était pas ça. C'était un moyen d'aller chercher des votes. Je suis très cynique là-dessus. Mais je peux vous raconter une drôle d'histoire. Quand je suis allé voir le ministre à l'époque, nous étions un groupe dans son bureau. On était assis autour d'une table, comme maintenant. Et il nous a dit, « Vous êtes une gang d'artistes, de syndicats, des choses du genre. » Et il a dit, « On pourrait vous donner tout ce que vous voulez. Et vous ne voterez quand même pas pour nous. » Et il avait raison. Alors pourquoi nous donner ce qu'on voulait quand, politiquement, il pouvait gagner des points avec les consommateurs? Je suis content que M. Skolnick m'ait partagé ça parce que l'histoire tend à se répéter. Et aujourd'hui, on fait face à une toute nouvelle explosion technologique qu'aucune loi aurait pu prévoir et les choix politiques devant nous vont fondamentalement orienter le droit d'auteur au Canada pour les prochaines générations. Au début de l'épisode, j'ai dit que ce balado était protégé par le droit d'auteur. Et si vous vous en souvenez, au début du premier épisode, je vous avais proposé d'écrire un petit poème en vous disant qu'il serait aussi protégé par le droit d'auteur. Mais là, je vais repousser les limites de la loi. J'ai demandé au modèle d'intelligence artificielle générative ChatGPT de m'écrire un poème sur le droit d'auteur à l'ère des intelligences artificielles génératives. Bien sûr, dans la voix artificielle de ChatGPT elle-même. Dans ce monde de pixels et de codes, la justice cherche ses nouveaux modes pour que l'art, qu'il soit humain ou numérique, reste protégé, juste et authentique. Ce poème existe maintenant. Il est dans le balado, donc il a potentiellement une valeur économique. À qui est-ce que ce poème appartient selon la loi sur le droit d'auteur? À Copybec, le titulaire du droit d'auteur pour ce balado? À ChatGPT qui a créé le poème gratuitement? À quelqu'un d'autre? À personne? Bonjour. La question est épineuse. Alors, je me suis rendu à l'Université d'Ottawa pour le demander à la professeure Céline Castet-Renard, titulaire de la chaire de recherche en intelligence artificielle responsable à l'échelle mondiale. Vous allez bien? Très bien, vous êtes Vanessa Servant? Oui, c'est moi-même. Pardon, Morissette. Enchantée. Enchanté. Bonjour. Alors là, ici, quand on parle de propriété intellectuelle et de droit d'auteur, évidemment. Et donc, une des caractéristiques majeures du droit d'auteur est que le droit est accordé à une personne physique. Donc déjà, il faut exclure la possibilité que l'IA elle-même, que la machine puisse être titulaire d'un droit d'auteur parce que ça n'est pas une personne physique. Donc ça, c'est pas vraiment très compliqué et l'enjeu n'est pas vraiment là. L'enjeu est plutôt de savoir si, à partir du moment où la création vient d'une machine, est-ce qu'on peut encore prétendre avoir un droit d'auteur en tant que personne qui a utilisé cet outil. L'utilisation d'outils pour la création n'est pas nouvelle en soi, on le fait depuis longtemps. Et ce que l'on fait classiquement, en fait, c'est qu'on va déterminer la part de l'humain et la part de la machine. Et plus l'humain va intervenir,
Concrètement, plus les prompts vont être nombreux, précis, plus on va corriger, recalibrer, plus on peut envisager de reconnaître un droit d'auteur parce que l'humain qui aura utilisé l'outil aura eu une grande forme d'intervention. Donc on aura bien une personne physique et on pourra reconnaître un droit d'auteur à cette personne. En revanche, si je me contente de donner un prompt, crée-moi un poème, c'est beaucoup trop général et certainement que j'aurais pas un droit d'auteur pour ça. Ici, j'ouvre une parenthèse. 4 jours après mon entrevue avec professeur Castelrenard, une demande a été déposée à la Cour fédérale pour retirer une inscription de droit d'auteur faite au nom d'une intelligence artificielle, à l'encontre du principe que seulement un humain peut créer un droit d'auteur, comme l'a expliqué professeur Castelrenard. En date de l'enregistrement de ces mots, la Cour fédérale n'a pas encore entendu l'affaire qui pourrait peut-être faire jurisprudence. Comme de quoi les questions légales liées à la technologie bougent vite et on n'a pas fini de se tourner vers les tribunaux pour tester les lois devant les nouvelles technologies. Fin de la parenthèse. Qu'une intelligence artificielle soit un outil, ça me semble assez logique. Mais pour mieux comprendre la question, je voulais aussi mieux comprendre l'outil. Pour ça, j'ai demandé à Étienne Grenier, étudiant en doctorat à l'Institut national de recherche scientifique, en culture, data, classification et technologie numérique. Bonjour, Étienne Grenier, oui, c'est ça. Oui, Fernand Morisset. Chantal. Si. C'est qu'il a été pré-entraîné sur un volume de texte complètement hallucinant. On parle carrément de 10 000 milliards de mots. Et ça, c'est un pré-entraînement où il n'y a pas de spécialisation en fonction de tâches. C'est-à-dire que c'est une espèce d'entraînement brut, si on veut. Et c'est seulement ensuite qu'on va l'entraîner pour réaliser des tâches spécifiques telles que la détection de sentiments dans un texte ou d'être capable d'identifier certaines catégories de mots, ce genre de choses-là. Ce qu'on cherche à faire généralement, c'est de copier un style. Okay? Ces modèles-là sont vraiment puissants pour extraire les qualités formelles d'un corpus de texte. Là où c'est plus difficile, c'est qu'on commence à vouloir extraire, si on veut, la sémantique profonde d'un texte. Les grands modèles, c'est des machines prédictives où, sur la base d'une entrée, on va générer un texte dans le style de. Okay? Puis le jeu de données va servir de guide pour tout ça. Si le modèle recrache ses données d'entraînement telles quelles, on n'atteint pas du tout l'objectif recherché. Donc, c'est considéré vraiment comme une dysfonction. C'est pas ce qu'on poursuit. Ceci dit, ça arrive très régulièrement. Okay? Dans certains cas, afin d'éviter à tout prix ce type de situation, on entraîne des modèles sur des jeux de données carrément synthétiques. Donc, on n'a pas pris des choses qui existent sur Internet, qui sont disponibles dans le monde. On a généré des données pour entraîner un deuxième modèle, imaginez. Mais le modèle aussi, c'est pas non plus comme un écrivain qui s'inspire, parce qu'il interprète des textes, le LLM, sans les comprendre. Une intelligence artificielle qui se base sur 10 000 milliards de mots écrits par d'autres personnes, mais sans les comprendre, ça pose une question évidente de droit d'auteur, vu que la très grande majorité des œuvres utilisées dans la formation des modèles sont protégées. Déjà, aux États-Unis, le New York Times a lancé en décembre 2023 une poursuite contre Microsoft et OpenAI, disant que leurs outils d'intelligence artificielle générative ont été formés en partie grâce à l'accès sans permission à des millions de leurs articles et produisent des articles étrangement similaires aux articles du New York Times. Même son de cloche en Europe, où les gestionnaires des droits d'auteur s'activent pour assurer que l'utilisation d'œuvres protégées par les intelligences artificielles prenne en compte un besoin de rémunération juste des créateurs originaux des œuvres dans lesquelles pigent les intelligences artificielles. En marge du Festival du livre de Paris de 2024, j'ai pu en parler avec Laura Boulet, directrice générale du Centre français d'exploitation de la copie, la société de gestion collective des droits d'auteur en France. Ils captent tout pour pouvoir développer de nouveaux modèles économiques, des nouveaux modèles d'affaires, mais sans payer de droits d'auteur. Et là-dessus, on a une réglementation européenne qui vient d'être adoptée, là, donc c'est tout frais au mois de mars. Et cette réglementation européenne impose une nouvelle obligation à ces grandes plateformes d'intelligence artificielle, impose une obligation de transparence. Et je crois savoir aussi qu'au Québec, au Canada et qu'aux États-Unis, il y a les mêmes réflexions un peu inspirées de cette législation européenne. Et donc l'obligation de transparence, c'est quoi ? C'est on oblige les plateformes d'intelligence artificielle à publier le résumé des contenus qu'elles ont aspirés. Il y a toujours un débat entre est-ce que je dois interdire ou est-ce que je dois ou finalement je peux plus le faire parce que je sais qu'interdire de toute façon tous mes contenus sont déjà captés et il vaut mieux que j'essaye de passer des licences pour être rémunéré.
Comme on l'a vu dans l'épisode précédent, les questions de l'avenir du droit d'auteur sont internationales. Le gouvernement canadien est bien au courant des enjeux. Là-dessus, écoutons ce qu'avait à dire le ministre de l'Innovation, de la Science et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, en comité parlementaire le 26 septembre 2023, lors de discussions sur le projet de loi C-27 sur la Charte du numérique. Vous avez bien raison que nos amis au Sud regardent beaucoup ce qui se passe au Canada. Je peux vous le dire. Non seulement au Sud, mais aussi de l'autre bord de l'océan, en Europe. Parce que tout le monde comprend que, pour l'IA, aucun pays n'a toutes les réponses. Je pense qu'en termes de coopération et pour s'assurer qu'à l'OCDE et qu'au G7, on prenne l'initiative, comme l'initiative d'Hiroshima qu'on a prise avec le Japon, qui avait la présidence du G7, je pense que les dirigeants comprennent. Même dans les sommets des dirigeants du G7, on parle d'IA. C'est important à ce point-là aujourd'hui. Ça montre à quel point c'est important, non seulement pour les créateurs et les acteurs. Mais aussi, comme on l'a vu avec le régime des redevances sur les copies privées, c'est souvent la politique nationale qui décide de l'avenir du droit d'auteur devant les nouvelles technologies. Là-dessus, écoutons Christian Laforce, directeur général de Copybec. Je pense que tout part du créateur et, dans certains cas, finit par le créateur. En dépit d'une loi sur le droit d'auteur, les artistes, les créateurs doivent toujours se battre. Il n'y a rien d'acquis. On a beau avoir des textes de loi, on a beau avoir des différents articles, les créateurs doivent toujours aller au front. Ce que j'aimerais, c'est que le gouvernement fédéral soit plus qu'un spectateur. J'espère que le gouvernement va être plus proactif au niveau de la nouvelle technologie qui est l'intelligence artificielle. Parce que je crois que les créateurs ont besoin d'un cadre législatif pour assurer une meilleure protection de leurs œuvres, que les changements à mettre de l'avant ne prennent pas encore 100 ans. Ça serait comme une première chose. Qu'on n'attende plus des délais interminables pour arriver à des solutions qui sont, somme toute, assez faciles à prendre. Qu'il y ait une véritable volonté politique du gouvernement fédéral de protéger les créateurs à travers le Canada. Avec tout ça, la question de l'avenir de la loi sur le droit d'auteur nous laisse avec beaucoup de questions et peu de réponses encore. À défaut d'une réponse, je me permets de finir avec une piste de réflexion qui ressort de mon regard sur le droit d'auteur. Les lois, comme les œuvres et les créations, sont des inventions humaines. Elles tombent pas du ciel et se trouvent pas sous un microscope. Elles sont d'abord le fruit de l'imagination humaine. Elles se propagent aux autres si elles sont belles, utiles et désirées. Elles existent simplement parce qu'on le veut et simplement le temps qu'on le voudra. Quand on les voudra plus, elles vont arrêter d'exister et vont être remplacées par le fruit de l'imagination d'un autre. S'il y a une chose que j'espère que vous ayez retenue de notre survol des 100 dernières années de la loi sur le droit d'auteur, c'est que son évolution et sa forme actuelle sont le résultat de choix conscients de gens comme vous et moi, qui cherchaient l'équilibre toujours difficile entre les intérêts des créateurs et celui du public. Je ne sais pas à quoi va ressembler la loi sur le droit d'auteur dans 100 ans. Mais on peut tous être certains d'une chose. Peu importe les jeux de pouvoir, l'évolution de la culture ou les nouvelles technologies qui viendront, sa forme ultime va se confirmer par nous, nos pratiques, nos valeurs et nos choix. À la recherche et à la scénarisation, Farnel Morisset et Martin Landry. Au montage et mixage sonore, Studio Expression. À l'animation, moi-même, Farnel Morisset. Chanson thème interprétée par Élie Sapi. Une production et une réalisation de Denis Martel. Ce balado est rendu possible grâce à Copybec avec l'appui du gouvernement du Canada.